Madame, Monsieur, bonsoir. Qui succédera à Macky Sall dans ce qui est sans doute l'élection présidentielle la plus inédite de l'histoire du Sénégal indépendant? Dimanche, les Sénégalais iront donc voter au titre du premier tour des présidentielles après plusieurs semaines de tension. C'est à se demander si l'effervescence politique sera au rendez-vous. En tout cas, le taux de participation nous le dira. En 2019, sur 6,6 millions d'électeurs inscrits, 4,4 sont allés voter, soit un taux de participation de plus de 66%. En attendant, qui sont les candidats? Qui sont ces candidats qui se démarquent déjà? On le sait, il y en a deux qui se démarquent réellement. Quels sont leurs points forts? Et que faut-il retenir de leurs programmes électoraux? Qui a le plus de chances de succéder à Macky Sall et que dire du bilan du président sortant? Ce qui compte aujourd'hui pour les Sénégalaises et les Sénégalais, ce sont leurs conditions de vie. Pouvoir d'achat, sécurité alimentaire et emploi. Comment les principaux candidats abordent-ils ces défis? Cette élection présidentielle représente un véritable stress test à l'une des plus anciennes démocraties d'Afrique. Et il est clair que beaucoup de questions restent en suspens vis-à-vis de cette démocratie. Pour répondre à ces questions, on ne peut plus d'actualité. Je reçois d'abord en plateau le professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir, professeur Chegraoui. Bonsoir, Khadija. Merci à vous de répondre à nos questions, à cette invitation. Je rappelle, cher professeur Chegraoui, que vous êtes vice-doyen en Sciences Po et Relations internationales à la faculté de gouvernance et de sciences économiques et sociales à l'université Mohamed VI Polytechnique. Bienvenue encore une fois. Se joignent à nous depuis nos studios à Dakar deux confrères. Tout d'abord, le journaliste spécialiste des questions africaines, Lemine Oued Salem. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, bonsoir Khalid. Et avec vous dans nos studios, toujours à Dakar, Bachir Thiam, également confrère journaliste et spécialiste en relations publiques. Bonsoir Bachir Thiam. Bonsoir Khadija, bonsoir professeur. Alors justement, Bachir, comment est l'ambiance aujourd'hui à Dakar? Est-ce qu'on sent qu'il y a cette effervescence politique autour de ce scrutin qui se tient dans quelques jours, donc ce week-end, dimanche 24 mars? Oui, l'ambiance est un peu plutôt calme, ça il faut le dire, parce que c'est le Ramadan déjà. Donc en journée, c'est calme, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis aux alentours du Ftour, l'heure du Ftour, ou juste après, ça commence à bouger. Effectivement, il y a quelques caravanes, plus peut-être en région qu'à Dakar. Bon, Dakar, c'est plutôt du porte-à-porte, c'est un peu confiné, quoi, je pense. Parce qu'il y a les prières qui durent de Maghreb aux prières de Tarawih. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de communication et de manifestation politique. Voilà. Alors, donc globalement, ça donne quelque chose de peu près très calme, voilà. C'était pas calme, hein, c'était pas calme, professeur Chegraoui, il y a quelques semaines. Peut-être un rappel des faits avant que cette présidentielle finalement n'ait lieu ce dimanche. C'est le dernier compte à rebours. Il y a eu beaucoup de tentatives pour repousser cette échéance électorale. Mais en tout cas, ce calme est revenu et c'est un bon signe déjà. Et c'est un bon présage à 2-3 jours de l'élection. Effectivement, d'ailleurs, tout le monde a eu chaud. Déjà, le Sénégal représente quand même un exemple extraordinaire au sein du continent africain, avec des transitions démocratiques qui ont toujours réussi, où la société a toujours pu négocier convenablement les passages d'une présidence à l'autre. Certes, il y a eu de temps à autre ces tentations du Christ et ces tentations du retour. En fait, tous les présidents sont passés par ce stade-là à un moment donné. Même le président Senghor, à un moment donné, était sur le doute. Donc, on l'a vécu. Mais généralement, la société, les pouvoirs en place arrivent toujours à négocier des virages, des passages, et la situation commence à se stabiliser. Bon, effectivement, cette fois, c'était encore plus chaud, et même plus chaud que les précédentes sessions. Et effectivement, les Africains avaient peur quand même que cette expérience échoue, parce que c'est parmi les rares expériences démocratiques qu'on a aujourd'hui au sein du continent africain. Bon, les choses sont retournées à la raison. Le président Macky, effectivement, bon, peut-être qu'il ne pensait pas à un troisième mandat, il l'a déclaré, mais il pensait à autre chose. Sûrement, il y avait quand même une stratégie qui était mise en place. Il avait besoin de temps pour mettre les choses en place. Ce temps-là, heureusement que le Conseil constitutionnel a pris les devants et
a rendu la place du droit, en fait le droit est revenu à sa place, et ça a donné quand même une image extraordinaire de ce pays quand même, où il y a des institutions qui peuvent, à un moment donné, jouer le garde-fou à un certain nombre de dérapages possibles de certaines présidences. D'ailleurs, c'est un peu ce qui va être un peu le leitmotiv du précédent prétendant au pouvoir, M. Sonko, et son ami, son acolyte, son lieutenant Bassirou, c'est de devoir changer un peu le système et mettre un certain nombre de transformations constitutionnelles afin de mettre en place des garde-fous à de tels comportements pour le futur. J'espère que les choses vont aller pour le mieux. Et aujourd'hui, donc, on a une campagne électorale extrêmement courte, avec un moment très difficile, ce qui est le Ramadan. Mon ami Béchir a bien souligné, c'est effectivement très difficile. Et c'est ce qui fait qu'il y a un rapport à la campagne totalement différent de ce que les Sénégalais ont vécu auparavant. C'est une question de durée aussi. Elle est écourtée, cette campagne électorale. Voilà, on est passé de 3 semaines à même pas, en fait, de 21 jours à même pas 2 semaines. Donc, c'est très court. Et il faut mettre aussi les moyens. D'ailleurs, un certain nombre de candidats, ils viennent de sortir de prison, principalement la coalition PASTEF, c'est-à-dire le parti PASTEF, le Bassirou qui représente Sonko. Donc, il vient de sortir. Donc, il n'a pas eu, et vraiment, c'est le candidat qui n'a pas eu assez de temps. Mais, entre autres, il a eu énormément de place et de possibilités pour pouvoir négocier ses idées au niveau de la société sénégalaise. Lamine Ouelsalem, est-ce qu'on peut dire, on parle d'une élection présidentielle inédite, est-ce qu'on peut dire que c'est la plus mouvementée, cette élection présidentielle la plus mouvementée depuis l'indépendance du Sénégal? Sans doute. Je pense que si on accepte celle de 88 et celle de 2000 qui avait opposé l'ancien président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui finalement avait tourné à la faveur qui avait abouti à une alternance historique en 2000, cette élection est absolument une des plus mouvementées, mais avec la particularité qu'elle se joue cette fois-ci entre une majorité présidentielle, un camp présidentiel qui est au pouvoir depuis une douzaine d'années, en face d'une opposition incarnée par de nouvelles figures qui ne sont pas issues du système politique historique au Sénégal, qui est incarné donc par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il serait exagéré de dire que cette élection présidentielle se joue essentiellement entre Bassirou Diomaye Faye, le lieutenant d'Ousmane Sonko, et Amadou Ba, le candidat du camp présidentiel. Les autres devant se limiter à jouer des figurants, sinon espérer grignoter. Jouer les figurants, mais ils vont certainement apporter leur... Plus ou moins limité. Hein. Lamine, ils vont certainement apporter leur soutien aussi aux candidats qu'ils soutiennent. C'est-à-dire qu'en se retirant de la course, justement, ils vont rallier, si on peut le dire, ils vont rallier leurs troupes pour soutenir tel ou tel candidat. D'ailleurs, il y a eu justement déjà un cas d'un candidat qui s'est retiré de la course. Alors, juste... avant d'attaquer justement ce chapitre des candidats, peut-être un bilan des 12 ans au pouvoir de Macky Sall. Lamine, je commencerai par vous. Un bilan que, rappelons-le, était quand même tracé avec un plan Sénégal émergent, un bilan qui, pour certains, était mitigé, pour d'autres, quand même, selon les chiffres, 22 des 27 projets phares du plan Sénégal émergent ont été lancés. Donc, que pouvez-vous nous dire d'abord sur ce bilan de Macky Sall? Alors, comme vous le dites, je pense que une très grande partie des observateurs estiment qu'il y a absolument eu de très grandes réalisations sous le règne de Macky Sall, mais que les effets de ces réalisations sont plus ou moins sont restés limités au niveau de l'impact sur la grande majorité des Sénégalais. Donc le bilan est plus ou moins contrasté, c'est-à-dire
C'est peut-être le risque que Macky Sall lui-même, et d'ailleurs Amadou Ba, qui est l'architecte justement de ce fameux plan du Sénégal émergent, avait pris dès le départ, en privilégiant les grandes infrastructures, comme notamment la transformation du visage de Dakar avec un train express régional qui relie aujourd'hui le centre-ville de Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio, censée abriter les nouveaux ministères, etc., et plus tard l'aéroport. Le nouveau mode de transport express par bus, le BRT, qui est censé lier le centre-ville à la grande banlieue de Dakar en 40 minutes. L'aéroport, et la rénovation de plusieurs aéroports, etc. Je pense que c'était peut-être un risque calculé, mais l'impact de ces grands travaux dans le quotidien des Sénégalais reste plus ou moins limité, d'où le fait qu'une très grande partie des Sénégalais estiment que le bilan est plutôt contrasté. Bon, sur le plan politique maintenant, il est vrai que la crise ouverte avec l'histoire de Sonko en 2021 et qui s'achève en ce moment avec justement qui s'achève avec l'amnistie que Macky Sall lui-même a voulu il y a de cela quelques semaines pour apaiser le climat politique en vue de cette présidentielle. Sur le plan politique, la présidence de Macky Sall a révélé la nécessité pour un certain nombre d'acteurs politiques de revoir le mode de fonctionnement des institutions et surtout cette question de l'hyper-présidentialisation du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux de cette élection, c'est-à-dire le prochain président du Sénégal, Amadou Ba ou pas Amadou Ba. Je pense que la question de la transformation des institutions et notamment la place du chef de l'État et les relations entre les différents organes du pouvoir, je pense que sera inévitablement posée. Très bien, je vais poser la même question à Bachir, justement, sur... et peut-être, Bachir, vous faire réagir aussi sur cet extrait d'une interview accordée par le président sortant à nos confrères de BBC Africa. Je le cite, « Je voudrais laisser à la postérité l'image d'un président qui s'est beaucoup déployé, qui a fait de son mieux pour développer son pays et le mettre sur la rampe de l'émergence. » Dixit, donc Macky Sall, vous qui êtes un spécialiste, justement, il n'a pas tort. Il n'a pas tort de le dire. Ouais, voilà, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi, Bachir? Pourquoi? Justement parce que le Sénégal s'est transformé sous le règne de Macky Sall. Sur le plan économique de manière globale, il est arrivé au pouvoir en 2012. Le PIB tournait autour de 3,3%. Il est passé à 7,6% en 2017 et depuis ça tourne dans ces eaux-là, sauf en cas de crise forte. Le déficit budgétaire est resté presque contenu, de moins 3,7% en 2017 grâce à une émission de rebond à hauteur de 2,2 milliards de dollars en 2018. Donc tout ça, c'est des indicateurs économiques ou macroéconomiques qui permettent de dire quand même qu'il a un peu stabilisé le pays quand il l'a pris. L'endettement est passé effectivement, en effet, de 42 à 42%, on va dire 43, parce que 42,9% en 2002 à 62,9%. Mais c'est toujours dans les eaux des recommandations de l'UEMOA, donc de l'Union économique monétaire des ouest africains, des États de l'Ouest africain, donc c'est ce qui est 70%. Donc ils sont vraiment dans le contenu de... Voilà. Bien sûr, pas que ça, les infrastructures, Lamine Salem l'a dit tout à l'heure, Macky Sall a construit, c'est un bâtisseur, il a construit énormément, Dakar s'est transformé, la région de Dakar aussi, il reste encore l'intérieur du pays. Quelques régions bougent beaucoup, notamment le pont Sénégambie, parce que c'est un projet qui date de 1970, qui n'a jamais été réalisé. Il fallait passer 48 heures pour traverser la Gambie pour aller en Casamance. Aujourd'hui, on le traverse en 30 minutes. Donc c'est une forte réalisation. Les infrastructures que le président Wade aussi avait lancées, notamment l'aéroport international Blaise Diagne, qu'il a terminé. La mobilité, donc le transport, Lamine en a parlé, donc que ce soit le train express régional ou le bus rapide et tout ça. Là, ça participe aussi des encombrements de Dakar. Là où peut-être le bilan n'est pas très reluisant, c'est peut-être le côté social. Il en a fait. Pour la première fois, il a mis en place une sorte de système de couverture maladie universelle, ce qui n'existait pas.
Ça avance petitement, mais c'est déjà un pas. Là, ça tarde, effectivement. Sinon, le gros échec du président Macky Sall serait peut-être sur l'emploi. Il avait promis 500 000 emplois par an. Et depuis 2012, il n'en a créé que 490 000. Donc, c'est loin du compte. Voilà. Après, là, c'est un gros échec. Donc, sur le plan social, donc la jeunesse se sent un peu larguée, en tout cas laissée un peu sur le bord. Donc, ce qui donne justement le pouvoir d'achat dont vous parliez tout à l'heure, Khadija. Le pouvoir d'achat est très faible, et encore très, très faible. D'ailleurs, les Sénégalais ont tendance à dire, quand on leur dit que ça a évolué, ils disent, ben, écoute, on ne mange pas le développement ni l'évolution, quoi, au fait. Voilà, les salaires sont encore faibles. Et je pense peut-être, bon, avec les projets en cours sur les hydrocarbures, le gaz et le pétrole notamment, peut-être ça va changer grand-chose, quoi, je crois. En tout cas, le bilan est globalement positif, quoi. Bilan globalement positif, quand même, rappeler que c'est le deuxième mandat. Déjà, il faut rappeler qu'il y a un bilan politique de ces deux mandats de professeur Chegraoui de Macky Sall. Il y a ce référendum constitutionnel qui a été tenu en 2016, justement. Ça, c'est aussi, on peut le dire, il fait partie de ce bilan politique de ces 12 ans au pouvoir du président sortant en salle. Juste pour continuer ce qu'avaient dit Silamine et Sibachir, quelques chiffres. Effectivement, le grand problème de Macky, c'est que sur le plan des infrastructures, du bâti, c'est extraordinaire, effectivement, parce qu'il faut quand même reconnaître que le Sénégal n'est pas un pays riche comme d'autres pays, producteurs de pétrole. Il vient d'entamer, en fait, son processus de pays producteurs de gaz et d'hydrocarbures. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Mais le grand problème, c'est l'humain. Alors le social, avec 24% de chômage, avec un indice de pauvreté extrêmement élevé, à peu près 38% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est effectivement ça le problème, malgré tout ce qui a été fait. Mais il ne faut quand même pas toujours voir juste la moitié vide du verre. Ce qui a été fait est extrêmement important et énorme. Et ça se voit d'ailleurs. Ceux qui connaissent le Sénégal, qui vont à Dakar, vont le voir. D'ailleurs, un autre problème, c'est que au fait, ce qui a été aussi bâti, construit, ça tourne autour de la capitale Dakar. Et le monde rural est encore assez défraîchi et il y a un manque énorme. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de besoins, principalement en termes d'électrification et d'infrastructure. Alors, pour juste revenir à la question politique, effectivement, sur le plan politique, Macky, c'est une réussite, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, le changement, c'était attendu. Il l'a déclaré principalement à l'époque, avant sa présidence, qu'il va entamer de passer du septennat au quinquennat. À ce moment-là, on avait un petit doute d'ailleurs. Est-ce que le passage vers le quinquennat va donner lieu à le fait de parler du troisième mandat à travers le fait qu'on est dans une nouvelle constitution. D'ailleurs, c'était un peu dans le mindset de la présidence jusqu'à récemment, du moment que Macky le disait clairement, c'est que s'il voulait aller vers un troisième mandat, il aurait pu le faire, il en avait le droit, mais ça serait un deuxième mandat suivant la nouvelle constitution. Seulement, cette transformation n'est pas allée vers un certain nombre de demandes, principalement de cette hyper-présidentialisation que beaucoup de pays dans l'espace francophone ont hérité de la 4e, de la 5e République française. Et je pense qu'il est temps quand même de changer un peu les manières de penser politiques des pays africains. Sur un autre plan, sur le plan international, quand même, c'est une réussite. C'est un acteur, Macky Sall a toujours été un acteur extrêmement important. Premièrement, il a préservé cette présence très importante de sages, de médiateurs, laquelle est du pays du Sénégal, de la République du Sénégal. Lors de sa présidence au niveau de l'Union africaine, il a joué de grands rôles. Il était avec Moussa Faki pour intervenir plus ou moins, d'ailleurs, suivant les moyens du continent africain, mais quand même, ils étaient extrêmement bien reçus par le président Poutine, et on voyait très très bien comment le président Poutine s'est comporté avec le président Macky et le président Moussa Faki par comparaison avec ce qui s'est passé avec d'autres occidentaux. Donc, il y a ça. Donc, sur le plan international, certes, il y a aussi un autre problème, celui de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Alors là, mais les questions sont beaucoup plus compliquées pour que le Sénégal puisse vraiment intervenir et pouvoir résoudre les problèmes. Mais là, je pense que le bilan sur le plan politique est extrêmement positif du président Macky.
Alors, une campagne express donc, en plein mois de Ramadan. Parlons à présent, je pense qu'il est temps de s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire les candidats. Alors, parmi les candidats, il y a bien sûr 2 favoris. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, 62 ans, candidat désigné donc par le président Macky Sall pour défendre les couleurs de la coalition présidentielle. Deuxième candidat favori, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le lieutenant, le suppléant, le bras droit de Ousmane Sonko, dont la candidature, rappelons-le, a été invalidée. Et Bassirou Diomaye Faye a 43 ans. D'abord, il est jeune. Alors, peut-être un avantage compétitif, messieurs. Lemine, Oulselem. Cette jeunesse qui n'est pas satisfaite peut-être par le bilan du mandat Macky Sall. Je ne pense pas que son âge soit... Non, je ne pense pas que son âge soit le critère le plus important qui pourrait expliquer ou pas ses soutiens ou sa popularité. C'est plutôt le contexte dans lequel il s'est retrouvé comme candidat. Bassirou Diomaye Faye est un candidat qui s'est retrouvé là presque par hasard, parce que sa candidature intervient au moment où les leaders historiques, Ousmane Sonko de PASTEF, rappelons que le parti a été dissous au motif de troubles à l'ordre public, etc., l'année dernière, Diomaye Faye s'est retrouvé donc candidat, puisque légalement, M. Ousmane Faye ne pouvait pas l'être après sa condamnation pour des propos diffamatoires à l'encontre d'un ministre, ce qui théoriquement le privait de ses droits politiques pendant 5 ans. Donc c'est plutôt le contexte dans lequel il se présente qui aujourd'hui est le critère le plus important. Mais la question est de savoir, est-ce que Diomaye Faye peut-il remplacer réellement Ousmane Sonko, même si la semaine dernière, l'amnistie, à la faveur de la loi d'amnistie que le président avait initiée, et donc à la faveur de cette loi d'amnistie, Ousmane Sonko qui était en prison, Diomaye Faye lui-même qui était en prison mais qui pouvait se présenter puisqu'il n'avait pas été condamné, donc depuis la sortie jeudi dernière de prison, aujourd'hui ils font campagne ensemble. Mais est-ce que Diomaye Faye peut-il lui-même, est-ce qu'il a le même charisme que Ousmane Sonko? Est-ce qu'il a la même capacité de mobilisation? Oui, c'est pour ça que quand on parle d'âge, est-ce que c'est un avantage compétitif ou au contraire? Il est aujourd'hui le principal challenger d'Amadou Ba, c'est indiscutable. Et il bénéficiera sans doute de la popularité d'Ousmane Sonko. Mais est-ce que en cas de second tour, bénéficiera-t-il éventuellement, l'hypothèse est posée, parce que même si tous les candidats, les 2 principaux candidats estiment qu'ils pourraient bien gagner au premier tour, dans l'hypothèse d'un second tour, est-ce que Bassirou Diomaye Faye va-t-il bénéficier d'un report de voix ou de soutien suffisant pour qu'il puisse gagner au second tour? Est-ce que Khalifa Sall, qui est une figure historique, qui a été maire de Dakar, ancien ministre, issu du Parti Socialiste, qui est un parti historique. Est-ce que Karim Wade, qui a été empêché de présenter, qui reste quand même la figure principale aujourd'hui avec son père Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais, ces 2 partis étant les partis les plus bien implantés au Sénégal, est-ce que tous ces hommes, mais aussi d'autres qui sont aujourd'hui là, qui arborent des postures d'opposants radicaux, est-ce que tout ce monde-là finira par soutenir Diomaye Faye? Si c'est le cas, la probabilité qu'il y ait le second tour est évidente, mais je pense que le grand enjeu sera le passage au second tour et comment est-ce que Diomaye Faye pourra-t-il convaincre les autres opposants de le soutenir, ce qui me paraît extrêmement difficile. Est-ce que justement, on est en train de vivre en fait un duel par procuration entre Macky Sall et Ousmane Sonko? Effectivement, en fait, ça aurait été beaucoup plus honorable d'avoir Sonko comme prétendant et comme candidat, et même s'il gagne, ça serait extrêmement honorable quand même pour le président de passer le flambeau à Sonko que de le passer à Bassirou. Et je pense que Macky Sall l'a bien senti. D'ailleurs, on le sent un tout petit peu dans ses dernières déclarations.
Et peut-être que le fait d'avoir relâché, d'avoir voulu redonner un peu, c'est-à-dire avec cette demande de prolongation et en remettant Wade, le Karim Wade sur la selle, je pense qu'il a cherché quand même à redynamiser le système et pouvoir trouver une sortie beaucoup plus honorable qu'il a imaginé auparavant. Mais effectivement, il y a un vrai problème. Certes, Bassirou bénéficie énormément de l'image de Sonko qui est avec lui. C'est un tandem extrêmement important et dangereux. D'ailleurs, ils sont les plus actifs en termes de mouvement et en termes de rapport avec la population, avec un certain nombre de faux pas, bien sûr. Peut-être que je vais y revenir. Mais il y a les autres aussi. Donc, n'oublions pas que ce soit Khalifa Sall ou Idrissa Seck, quand même, qui peuvent réunir un certain nombre de voix avec Ba, et ce sont des vieux routiers, et c'est là où le bas peut blesser, parce que, alors on est en face d'un Khalifa Sall, un vieux routier de la politique et bien expérimenté. Ancien ministre, maire de la capitale. Voilà, et surtout ça, et du Parti socialiste, qui est une machine très importante, même si le Parti socialiste d'aujourd'hui, ou les anciens du Parti socialiste ne sont plus les mêmes. Il y a aussi Idrissa Seck, le vieux routier, 4 élections, il a été à tous les mouvements. 4 élections qu'il a ratées. Qu'il a raté, donc voilà. C'est le champion du candidat. Mais quand même, il est très important. Et dernièrement, on a vu quand même qu'il y a un appel du ministre Ba qui était dans sa campagne à Thiès, où il a lancé quand même quelque chose comme étant voilà, une sorte de coalition en l'air avec Idrissa Seck. Donc, il y a des choses qui se jouent et on sait très très bien que dans cet espace, cet environnement de vieux routiers de la politique, de machines et de bêtes politiques qui sont Khalifa Sall et Idrissa Seck, je pense que Ba est en train de chercher quand même des alliances. S'il arrive à passer le deuxième tour, il va y avoir pas mal de négociations et de partages ou de promesses de partage de pouvoir par la suite qui vont faire que les choses vont pouvoir bouger. Mais de là à dire que Bassirou n'est pas à même, comme Sonko, de pouvoir gagner, je pense que les choses ne sont pas vraiment scellées dans ce cadre-là, parce que Bassirou a toutes les chances aujourd'hui, suivant ce qui se trame, ce qui se dit et ce qui s'annonce, et principalement au niveau des jeunes. N'oublions pas que plus de la moitié... Trop jeune. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune? Est-ce qu'il n'a pas assez d'expérience? Et quand bien même il est épaulé par Sonko, qui, au contraire, lui, a beaucoup d'expérience, est-ce que ça va lui servir? Alors, ça lui permet de bouger, ça lui permet d'être à 4h, 5h, 6h du matin sur les routes et d'être dans les manifs. Mais aussi, cette jeunesse lui a fait perdre quand même un certain nombre de crédits vis-à-vis, par exemple, des marabouts. Il n'a pas encore fait sa ziyara à Touba. Donc, ça lui pose quand même pas mal de choses. Peut-être cette jeunesse, il est extrêmement fougueux aussi. Pas autant d'ailleurs que Sonko, qui est beaucoup plus fougueux, beaucoup plus engagé que lui. Mais je pense que c'est leur discours, en fait, qui fait... Peut-être là, je pourrais être d'accord avec Silamine. C'est pas la question de l'âge, c'est beaucoup plus le discours. Ce discours de dégagisme, de changement total, de devoir mettre les garde-fous vers le panafricanisme aussi. Oui, est-ce que c'est pas la nouvelle, la nouvelle génération du panafricanisme? Vous avez parlé tout à l'heure de Senghor, Sankara maintenant qui ressort un peu dans tous les discours des militants africains. Est-ce que c'est pas un retour du panafricanisme et que finalement Bassirou Faye représente en quelque sorte ce panafricanisme 3.0, 4.0, 2.0? En deux mots, il n'est pas très différent de ce qui se trame dans la région en général. Donc on demande le changement de la monnaie. Il y a un positionnement très clair vis-à-vis de la France et vis-à-vis des Occidentaux. Donc, ce qui se fait par ailleurs aussi, en fait, ce sont des demandes de l'ensemble de la jeunesse africaine de pouvoir devenir effectivement indépendant d'un certain nombre d'acteurs étrangers, et principalement l'acteur français et l'acteur occidental. Et ce discours de dégagisme commence à faire sa place dans la scène politique. Et je pense que c'est ça qui va faire réussir, si possible, ce clan de Sonko. Mais en tous les cas, mais les choses vont se jouer principalement entre ce premier et ce deuxième tour. Il y a un certain nombre d'observateurs qui disent qu'il pourrait y avoir quand même une
une surprise d'un passage au premier tour, mais je ne pense pas. De qui? Je ne pense pas. De Bassirou. Bon, si tout le monde pense que le tandem Bassirou-Sonko va passer au premier tour, je ne le pense pas. Il y aura un deuxième tour, mais s'il y a un deuxième tour, ça va être le moment des négociations avec les routiers et les grandes machines électorales. Et là, je pense que c'est pas vraiment Bassirou qui va avoir la meilleure main et surtout l'expérience. Et je pense que sa jeunesse et son discours fougueux et parfois très engagé va demander un peu de, comment dirais-je, de tempérance et de devoir tourner sa langue plus que cette fois dans sa bouche avant de parler aux vieux. Ouais, vous faites bien de le dire, avant de parler aux vieux, avant de parler au monde, parce que la sortie du franc CFA, c'est quand même là, il s'est ravisé un peu, Bachir Thiam, ce candidat fougueux, Bassirou. Enfin, il s'est quand même ravisé et il a quand même mis un peu d'eau dans son thé en ce qui concerne cette sortie du franc CFA. Oui. Ouais. Je pense que c'est un peu le trait forcé hein, quand vous dites tout de suite d'emblée que c'est le duel entre Ba et Faye. Je pense que excusez-moi, c'est manquer de respect aux autres, les 17 qui sont là. Je pense que déjà dans l'introduction, dans l'entame de votre émission, vous avez dit que c'était une élection inédite. Oui, elle n'est pas seulement inédite par le fait que le président sortant ne se représente pas, elle est inédite aussi par le fait qu'on ait 19 candidats. Voilà. 18, hein, il y en a un qui s'est retiré. Ensuite, l'un des candidats que tout le monde croit. Bachir, il y en a un qui s'est retiré. 18. Oui. Oui, tout à fait. 18 maintenant. Même ça, c'est inédit. 18 pour un pays de combien d'électeurs? Vous avez 17 millions. Exact. Voilà, donc c'est beaucoup. Et c'est un pays traditionnellement où les personnes adultes votent. Voilà, il faut le prendre comme ça. C'est pas, il faut faire attention aux effets foule parce que les campagnes électorales, c'est du folklore, c'est de la musique, c'est des réseaux sociaux, c'est de la distribution de jus et des bouteilles d'eau, c'est des cadeaux, c'est des t-shirts, des casquettes, donc tout le monde vient aussi pour ça, par moment. Donc il faut faire attention à cet effet foule qui n'est pas forcément traduit dans les urnes. Dans les urnes. Donc, moi qui suis là depuis une bonne dizaine de jours, je ne vois pas de favori sortir. Parce que si vous dites que Amadou Ba est favori, or, on reprend l'histoire récente qui a bouleversé un peu le processus électoral. Tout le monde, les observateurs, je parle sous le contrôle de Lamine Ould Selem, il disait que parce que le président Macky Sall n'avait pas confiance en Amadou Ba, qu'il ne pourrait pas gagner du tout. C'est pour ça qu'il a finalement voulu changer de candidat. On a parlé de ça, ce qui est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais quand même, on peut l'entendre. Effectivement, Amadou Ba n'est pas favori du tout, parce que le camp présidentiel est divisé aujourd'hui. Parmi les candidats, il y en a au moins 3 qui sortent aussi de ce même camp. Voilà. Et Amadou Ba, ce n'est pas quelqu'un qui a réussi même à gagner dans son fief électoral, qui est aux Parcelles Assainies de Dakar. Donc il l'a perdu. Donc, comme disait Senghor à son éternel opposant, président Wade, il se disait, bon, Wade qui était chauve et tout ça, qui est chauve toujours, il disait, mais quelqu'un qui ne peut pas supporter ses cheveux ne peut pas endosser le poids d'un pays. Voilà. C'est anecdotique, mais Amadou Ba qui n'a pas pu gagner dans son fief, qui aspire à gagner le pays dès le premier tour, moi je veux le voir. Voilà. Bassirou Diomaye Faye, on nous dit Bassirou Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye. Alors que la politique, en tout cas dans mon pays, dans nos pays en général, ce n'est ni le programme, ce n'est ni les prévisions, ce n'est ni les perspectives, c'est juste la personne qui incarne le parti. Ouais. Donc, tant que c'était Ousmane Sonko, c'est lui. Mais tant que ce n'est plus lui, je suis désolé, ce n'est plus lui, quoi. Voilà. Moi, en 10 jours, j'ai tout entendu de ce qu'on ne pourrait jamais entendre d'un candidat qui va réussir du premier coup, en tout cas sur Diomaye Faye. Voilà. Certes. Non, mais voilà, c'est sûr qu'il y aura 2 tours. Hein. C'est une certitude. Voilà, c'est une certitude qu'il y aura 2 tours. Oui. Qui déjà passerait au deuxième tour. Donc, selon vous, c'est pas Ba et Faye.
Ou peut-être pas? A priori, non. En tout cas, c'est pas gagné du tout. Oui, c'est pas gagné du tout. Voilà. Maintenant, est-ce que les deux passeront? Je ne sais pas. Mais a priori, c'est pas gagné. Voilà. Maintenant, c'est tellement indécis. C'est tellement indécis. En tout cas, ce qui se trame tout de suite, voilà, on sent, voilà, il y a des retraits, il y a des soutiens et tout ça. Mais il y aura un deuxième tour, certainement. Et c'est pas, en tout cas, c'est pas gagné. En tout cas, pour le candidat du pouvoir, c'est pas gagné. Pour Diomaye Faye, c'est pas non plus évident. On verra. On verra. Donc, c'est déjà le premier tour qui va se tenir lundi. Bon, et on a ce Cheikh Tidia Idiaye qui va apporter son soutien au candidat Bassirou Faye. Ça a été annoncé aujourd'hui. Est-ce que est-ce que finalement, avec cette campagne express, avec l'absence aussi des sondages, est-ce qu'on a aujourd'hui des sondages, juste pour avoir peut-être une idée sur qui pourrait passer au deuxième tour? Est-ce qu'il y aura ou pas un deuxième tour? Lemine Ould Salem, et du coup, en l'absence de... Est-ce qu'il y a des sondages? Non, vous savez, chacun fait ses sondages, etc. Mais je ne pense pas qu'il faut se fier aux sondages, mais il faut se fier peut-être aux faits. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Bachir quand il dit qu'effectivement tous les scénarios sont possibles et que dire que Amadouba ou Bassirou Diomaye Faye l'un d'eux est assuré de passer au premier tour. Je suis d'accord, mais sauf que il faut partir des déclarations des uns et des autres. Amadouba est persuadé de pouvoir passer au premier tour. En tout cas, c'est ce qu'il déclare et c'est ce qui est légitime quand on est candidat. On ne va pas à une candidature pour ne pas dire qu'on doit gagner. Alors, Ousmane Sonko, à sa sortie de prison avec son lieutenant, a prédit une victoire à plus de 60%, etc. Donc, il faut dire, et là je reviens sur les propos de Séchegraoui tout à l'heure, il faut dire que Bassirou Diomaye Faye jouit quand même, qu'on le veuille ou pas, de l'impact qu'a eu Ousmane Sonko au sein de l'opinion et de la population sénégalaise ces 3 dernières, ou c'est plutôt ces 5 ou 6 dernières années. Donc, et partant de manière empirique, quand on regarde, on sait globalement, c'est le candidat du pouvoir et c'est lui qui mobilise le plus, c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye, qui théoriquement sont placés pour un éventuel second tour, à moins qu'il y ait un accident de parcours, etc. Et ces histoires désistement ne sont pas nouveaux au Sénégal, et il faut d'ailleurs s'attendre à ce que demain ou après-demain, on entende que tel ou tel s'est rallié à Amadouba, d'autant plus que, comme le rappelait Bachir tout à l'heure, Bachir rappelait tout à l'heure que Amadouba n'est pas le seul issu de la mouvance présidentielle qui s'est porté candidat. D'ailleurs, sa candidature a créé un malaise au sein de la coalition présidentielle et certains même des lieutenants ou des plus proches collaborateurs de Macky Sall avaient quitté le camp présidentiel pour se présenter d'eux-mêmes, etc. Mais théoriquement, on reste quand même dans des cas de figure très classiques où le candidat du pouvoir part avec le net avantage de partir avec le soutien de la coalition sortante, mais aussi avec un capital de relations très ancien, construit du temps où il était ministre, premier ministre, etc. Et la figure qui représente l'opposition radicale, qui est Bassirou Diomaye Faye, qui bénéficie sans doute de l'élan dont a bénéficié son mentor Ousmane Sonko du temps où il était encore autorisé à se présenter. Et il faut rappeler quand même qu'Ousmane Sonko n'est pas sa première candidature. Voilà, il était candidat, il a fini 3e avec 19% des électeurs. Voilà, ça. Pour une première tentative. Oui, c'était sa première tentative. C'était le plus jeune, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont globalement changer, en tout cas de manière massive, au point de lui donner des chances de passer dès le premier tour. D'autant plus, je disais que c'était plus Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye, ce n'est plus la même personne. Moi, le peu de temps que je me suis donné à le suivre un peu, et puis de sonder autour de moi, il n'a pas la même bonne presse qu'Ousmane Sonko. Parce que voilà, on va dire de lui que qu'il n'a pas de charisme, ça c'est un, qu'il ne passe pas bien, c'est deux, qu'il ne correspond pas à l'idéal que se feraient les jeunes pour le changement et tout ça. C'est un bon technicien certainement parce qu'il est diplômé aussi, il est passé par les grandes écoles. Voilà.
Mais ça s'arrête à ça, quoi, en fait. Voilà, c'est comme si on prenait un commis de l'État pour en faire un candidat d'office et dire que peut-être il pourrait prendre les rênes du pouvoir. Parce que je pense qu'en politique, il faut quand même considérer, je parle sous le contrôle du professeur Chagraoui, et je pense qu'en politique, il faut considérer des données beaucoup plus importantes que justement l'apparence à la télé ou dans les rues de Dakar et des régions. Je pense qu'il y a l'effet foule, hein, il faut faire attention à ça. Bon, il y a certainement l'effet foule, il y a aussi cet effet, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement on ne se fie même pas aux promesses électorales, plus qu'on se fie finalement à la confiance qu'on va... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Bachir, n'est-ce pas ? Et finalement, est-ce que... Tout à fait, oui, tout à fait. Mais quand même, il y a une place quand même dans ce discours électoral, c'est-à-dire qu'il va parler à ces foules, qu'est-ce qu'on leur promet à ces foules ? Quand bien même on met de côté peut-être cet aspect-là de ce que vous avez cité en ce qui concerne le candidat en tant que personne, mais qu'en est-il du message, du parti que porte ce candidat ? Est-ce qu'il répond justement aux doléances de ce peuple sénégalais, notamment les jeunes qui sont foudroyés, frappés par le chômage, par la hausse des prix du loyer, par l'inflation, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a vraiment pas la place à cela, ou quand même il y a certains points où ce candidat-là risque quand même de gagner des points grâce à ses promesses électorales vis-à-vis d'Amadouba? Lamine. Oui, certainement on l'écoutera sur ces points-là, mais parce que généralement, qu'est-ce qui se passe dans les discours politiques, en tout cas que j'ai écoutés, c'est de dire que les autres qui étaient là, ils n'ont rien fait de bon. Voilà. Alors qu'on vient de faire le bilan du président Macky Sall, donc des gouvernements successifs depuis 2012, on se rend compte quand même que voilà, beaucoup de choses ont été faites. Il y a des choses qui restent à faire, effectivement. Mais en 12 ans, ils ont fait beaucoup de choses. Voilà. Et l'opposition a tendance à dire qu'ils n'ont rien fait. Ça, c'est un discours qui n'est pas recevable, en tout cas dans l'électorat sénégalais, je crois. Et quand je disais qu'il y a beaucoup de jeunes, donc qui se déplacent plus facilement, qui relaient plus facilement les informations et les images et tout ça, au travers des réseaux sociaux et tout. Mais ces jeunes-là ne sont pas forcément la force électorale dans nos pays. C'est des jeunes qui ne votent pas en général, qui font beaucoup de bruit, qui sont mobilisés tout le temps, mais qui ne se rendent pas aux urnes, en général. C'est ça le problème dans nos pays. Je vais vous arrêter là, j'aimerais bien faire réagir mes deux autres invités, Bachir. Si vous le permettez, oui. Je voudrais juste faire réagir peut-être sur cette question du vote de la jeunesse sénégalaise. Est-ce que vous confirmez cela, Khalid Chagraoui, peut-être avant de revenir aussi à Dakar vers les mines? C'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec Bachir, mais il y a eu des changements quand même. Il y a eu des changements. On a vu quand même, par exemple, un pays comme la Tunisie, où un président méconnu et où le travail s'est fait à travers les réseaux sociaux et à travers des jeunes. Donc il y a quand même de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Avec plus ou moins la même maturité démocratique que le Sénégal. À peu près. Bon, je dirais beaucoup plus pour le Sénégal quand même. Certainement, oui. Je veux dire, beaucoup plus. Même, mais à titre comparable quand même, entre la Tunisie et le Sénégal, on peut. Peut-être la seule chose comparable qui existe entre deux, c'est qu'ils ont deux armées qui restent dans leur caserne. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est des exemples assez uniques dans les continents africains. Mais sur le plan de la pratique démocratique, quand même, le Sénégal est beaucoup plus avancé que beaucoup de pays africains. Mais ça, il y a cette question-là. Et on voit très très bien que les jeunes, cette fois, ils sont sortis dans les rues. On les voit beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a un effet foule, mais il y a aussi une campagne qui se fait et il y a un discours qui est extrêmement accepté par cette foule, parce que c'est un discours... Bon, alors tout le monde se met d'accord sur le fait contre le chômage, des investissements au niveau de la pêche, la redistribution des ressources, tout cela, tout le monde le dit. Mais il y a aussi un autre discours par le tandem Bassirou et Sonko, celui du dégagisme des anciennes élites, celui de revoir les contrats de défense mutuelle avec les autres pays, principalement là, il parle de la France, et on parle du CFA, et là, peut-être qu'ils vont pas, même si c'est pas aussi évident qu'on le pense, politiquement parlant, ça va être une grave erreur, parce que les choses ne se font pas sur une décision, il faut quand même préparer, on ne sort pas d'une monnaie pour rentrer du jour au lendemain dans une autre monnaie comme ça, non, c'est un discours que je dirais même populiste, mais ça marche. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans d'autres pays
dans l'environnement de ce Sénégal. Et ça réussit par ailleurs. Et là, je pense que les sociétés aujourd'hui, et on le voit très très bien, on l'a vu dans d'autres pays où on a voté pour un discours populiste juste pour pouvoir changer la donne. Peut-être qu'il va y avoir aussi le vote sanction contre ces élites. Et bien sûr, là, je veux revenir sur ce qu'avait dit Bachir tout à l'heure. En fait, je n'aimerais pas manquer de respect aux autres candidats. Je les connais beaucoup plus que même Bassirou, moi je ne le connais pas, ni Sonko. Mais effectivement, moi j'ai toujours considéré que Khalifa Sall et Idrissa Seck, ce sont des bêtes politiques extrêmement importantes et imposantes au niveau du Sénégal. Et personne ne peut oublier ces gens-là. Même si elles traînent des casseroles, pour certaines d'entre elles. En fait, tous les politiciens traînent des casseroles quelque part. Mais ces gens-là, il faut les écouter, il faut voir quand même leur parcours. C'est effectivement des bêtes politiques avec des gens qui drainent avec des foules, avec des gens qui les supportent. Ils ont quand même une base électorale derrière eux. Ils ont des zones quand même derrière eux. Et c'est des gens qui peuvent parler à l'étranger comme ils peuvent parler à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de l'intervention. Les gens écoutent le Sénégal, suivent le Sénégal. N'oublions pas que le Sénégal, prochainement, va être le producteur à peu près d'une réserve de 230 millions de barils de pétrole et de 4,2 milliards de mètres cubes de gaz. Ça va devenir quand même un acteur très important. Il y a des entreprises étrangères qui regardent le Sénégal. Le Sénégal aussi, c'est un acteur stabilisateur au niveau du continent africain et de la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest. C'est un acteur extrêmement important entre le monde musulman et les autres mondes. Donc, il y a ce rapport-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Sénégal ne peut pas être en dehors de ce qui se fait sur le plan international quand on sait que des élections, même dans les pays occidentaux, ont été influencées par des acteurs étrangers. Donc, par des acteurs étrangers. La France, on n'a pas entendu parler beaucoup de la France. Et je vais finir par cela, peut-être, Lamine Ouelsalem. Un mot, parce que tout à l'heure, on a entendu professeur Chegraoui parler justement de ses influences, parler de certains candidats qui sont pour cette nouvelle vague de panafricanisme, de dégagisme. Et on a un acteur quand même dans cette région, la France. Alors justement, tout à l'heure quand Bachir parlait justement de... quand Bachir disait qu'en fait, traditionnellement en Afrique, on vote plutôt pour la personne que pour les programmes, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, la présence d'un phénomène comme Sonko et son lieutenant Diomaye Faye dans cette élection présidentielle coïncide avec un moment que Khalid Chegraoui a souligné tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui à une nouvelle génération. Les jeunes de 18, 20 à 25 ans sont des nouvelles générations qui sont nées avec Internet, qui maîtrisent les outils, les réseaux sociaux, etc. Et tout cela a un impact. Il a d'ailleurs bien fait de donner l'exemple de Raïs Saïd en Tunisie, qui s'est présenté sans parti, etc. C'est à peu près, à toute proportion gardée, le phénomène Sonko. Sonko s'est rendu très célèbre d'abord par les réseaux sociaux, bien avant de pouvoir avoir les moyens de faire des campagnes et de visiter tout le Sénégal, etc. Et de prendre contact avec d'autres acteurs politiques et des hommes politiques plus expérimentés qui l'ont aidé à structurer, à créer le PASTEF, etc. etc. Aujourd'hui, le Sénégal est dans un contexte inédit par rapport aux autres élections passées. Évidemment, le Sénégal étant dans une région qui est le théâtre d'un certain nombre de discours, de débats, etc., notamment sur la question du franc CFA, sur la présence militaire française, sur les liens économiques avec les multinationales, etc. Et Sonko incarne parfaitement bien son discours, en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui l'a rendu très populaire quand il s'est présenté pour la dernière fois à la présidentielle, alors que c'était un novice en politique, c'est justement ces discours souverainistes, panafricanistes. Est-ce qu'aujourd'hui la guerre, elle se joue sur les élites traditionnelles? Rapidement, Lamine, est-ce que la guerre, justement, elle se joue sur le terrain idéologique aujourd'hui ou sur le terrain économique? Parce que est-ce que la jeunesse veut juston ce retour à ce souverainisme, ou cette jeunesse, elle cherche des emplois, etc. Pour cette présidentielle, l'un des éléments essentiels de la popularité, en tout cas sur lequel peut s'appuyer aujourd'hui le camp Sonko-Diomaye Faye, c'est d'abord le discours politique. Alors, mais aussi le cas d'Amadouba.
Amadou Ba incarne la continuité et donc son discours s'articule autour de quoi? Il présente Diomaye Faye et Ousmane Sonko comme étant l'incarnation d'un duo qui voudrait déstructurer la société sénégalaise, remodeler le modèle traditionnel islamo-wolof, etc., et la démocratie senghorienne, et ainsi de suite, qui sont contre les structures traditionnelles, notamment les confréries, etc., mais également comme étant des menaces pour les relations traditionnelles du Sénégal et comme étant des menaces pour les investissements étrangers présents au Sénégal. Alors, pour une fois, aujourd'hui, nous sommes dans une campagne électorale où les discours portent, peut-être pas à 100%, mais quand même, ils occupent une certaine place aujourd'hui dans cette campagne-là. Et c'est là depuis très très longtemps, peut-être depuis les années 80, Diouf Abdoulaye Wade, nous n'avons presque pas assisté à des joutes où la question idéologique et les programmes politiques aujourd'hui s'affrontent. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons deux camps dont chacun essaie au moins de développer un programme politique, même si c'est très confus, même si ce n'est pas très détaillé, même si parfois ça frise le populisme ou la démagogie, peu importe. Pour une fois, quand même, les discours politiques aujourd'hui est plus ou moins évoqué aujourd'hui. Les deux principales figures aujourd'hui, celle du camp présidentiel et celle de l'opposition, aujourd'hui essayent de jouer beaucoup sur certaines thématiques très sensibles au sein de l'opinion sénégalaise. Merci beaucoup. Merci. Et on rappelle quand même que selon la loi électorale sénégalaise, chaque région a jusqu'à mardi, donc mardi prochain, pour publier les résultats. Au cas où il n'y a pas cette majorité, eh bien, on va certainement aller vers le scénario d'un deuxième tour. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Lemine Ould Salem. Merci d'avoir été avec nous depuis Dakar. Nous allons certainement revenir. Média TV consacre une couverture spéciale à ce rendez-vous électoral au Sénégal. Nous allons certainement revenir avec vous et avec d'autres confrères à Dakar et d'autres régions et d'autres villes du Sénégal. Merci beaucoup Lemine et merci Béchir. Merci Khadija. Merci à vous, cher professeur Chegraoui. On n'a pas fait cette fois le jeu des pronostics. Alors vous voyez qui gagnant, mais ça va certainement venir après le premier tour. Merci beaucoup en tout cas, Khalid Chegraoui. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.